Pour moi, c'est un grand plaisir d'interviewer aujourd'hui, dans la banlieue parisienne, Sophia Almar, qui se trouve à mes côtés, et à Champigny-sur-Marne, pour être plus précis, où elle va ce soir même présenter un spectacle. Et nous nous connaissons depuis peu de temps, il y a 3 mois, quelque chose comme ça, c'est au mois de septembre que nous nous sommes rencontrés chez une amie commune qui habite à Conflans-Sainte-Honorine et qui... Sainte-Honorine ou Sainte-Honorine? Sainte-Honorine, hein, c'est bien ça. Et amie commune qui avait organisé une après-midi avec une trentaine d'amis et d'amis, et Sophia était au cœur d'un spectacle qui a duré, je ne sais pas, une bonne heure, j'ai oublié la durée, et c'est là que nous avons fait connaissance, je l'ai trouvée très sympathique, et alors elle m'a expliqué à ce moment-là qu'elle allait faire une représentation, donc maintenant, au début du mois de décembre 2018, et j'en ai profité, comme je suis toujours à l'affût des talents, pour lui proposer de l'interviewer donc sur son métier, sur ce qu'elle faisait. J'avais été tout à fait admiratif devant sa prestation ce jour-là, au mois de septembre, et je voulais en savoir plus dans un domaine que je ne connaissais pas du tout, à savoir le flamenco. Alors, quelques petits mots pour présenter Sophia. Alors, Sophia a un parcours déjà professionnel qui est quand même assez important. En 2011, elle a intégré la Fondation Cristina Heron de Séville. Depuis 2013, en 2013, elle a intégré la troupe du cirque Tzigane Romanes. Elle a été professeure de flamenco à l'association Flamenco à Paris. Aujourd'hui, elle est toujours professeure, parce que c'est une partie importante de son métier de danseuse, c'est d'être aussi une pédagogue. Elle est professeure à la Maison populaire de Montreuil, même chose à Saint-Denis. Là, il s'agit de l'association Art et Mémoire. Et enfin, à l'Oiseau-Roch, à Conflans-Sainte-Honorine, justement. Alors, depuis 2014, elle danse dans la compagnie El Coral Flamenco. Et cette compagnie est celle dans laquelle elle danse actuellement. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle a créé un spectacle qui s'intitule El Picaporte, c'est-à-dire poignée de porte. Alors, je propose donc à Sophia de procéder de la manière suivante. Je vais l'interroger d'abord sur son intérêt pour le flamenco, de nous expliquer un petit peu ce que c'est quand même que le flamenco, quelle est son origine, quelles sont les particularités de la technique du flamenco, je dis bien traditionnel, parce que dans le spectacle que je vais voir ce soir, il y a quelques singularités qui ne sont pas justement celles du flamenco traditionnel. Il se fait que dans la salle ici, il se trouve notre amie commune que j'ai interrogée subrepticement juste avant cette interview, hors caméra, et qui m'a donné quelques renseignements, d'ailleurs très élogieux, sur Sophia, sur la manière dont elle procède en tant que pédagogue. Et donc, je vais poser quelques questions justement sur la manière dont Sophia conçoit, imagine son rôle de professeur. Alors, première question, Sophia, je vais te demander tout d'abord, d'où vient ton intérêt pour le flamenco? Alors, à quel âge t'es-tu intéressée à la danse? Est-ce que c'est déjà toute petite? Est-ce que c'est adolescente? Ou plus tard? Je ne sais pas.
Et qu'est-ce qui t'a mené au flamenco? Parce que peut-être, j'imagine que si tu t'y intéressais relativement tôt, c'était peut-être pas le flamenco dans un premier temps qui t'intéressait. Est-ce que tu as une formation de danse classique avant de t'intéresser à cette danse particulière? Oui, oui, absolument. J'ai Voilà. commencé par la danse classique Et tu avais quel âge? à 10 ans. 10 ans, Ouais, d'accord. à 10 ans. Donc tu étais à l'école primaire, et ce sont tes parents qui t'ont orienté dans cette Ma là. grande sœur. Ta grande sœur. Ouais, ma grande Et qui est sœur. danseuse aujourd'hui ou pas du tout? D'accord, ta Elle grande savait sœur. que j'aimais la danse et elle m'a inscrite. Dans un cours de danse. Mhm. Très bien. Elle m'a inscrite en danse classique, donc ensuite j'ai fait de la danse classique pendant une dizaine d'années. J'ai fait un petit peu toutes les danses possibles et imaginables. Le jazz, le modern jazz, le hip-hop, la danse Ah oui, donc tu africaine. une un peu palette tout. assez oui, large oui, dans moi, ton répertoire, oui. Voilà. Et puis pourquoi à un moment donné le flamenco? Tu avais quel âge et quelles sont les circonstances qui t'ont amené dans cette direction-là? Ouais, donc le flamenco c'était plus tard. J'ai toujours aimé la musique espagnole, les Oui. sonorités espagnoles, la guitare. Oui. Voilà, je voulais même jouer de la guitare quand j'étais adolescente. Et ça, tu es un peu musicienne ça, aussi ou pas? Oui, j'ai joué du violon, là je joue du violoncelle, enfin je travaille le violoncelle. D'accord. Voilà, je ne suis pas du tout violoncelliste. Non, 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 en amateur, j'ai bien Absolument, compris. Hein, pour mon en plaisir amateur. personnel. Et alors, j'imagine que c'est quand tu es sorti de l'adolescence que tu as décidé d'avoir une formation spécifique en la matière? Pour le flamenco? Oui. Oui, oui, j'ai décidé de me lancer. Je me suis dit, j'ai toujours aimé cette musique. Ça s'est passé par la musique d'abord, la guitare. Donc ensuite, je me suis renseignée sur la danse. J'ai toujours aimé l'Espagne, l'esthétique aussi des danses espagnoles et de la danseuse de flamenco. J'avais des poupées à la maison quand j'étais petite. Avec des robes. Voilà, mon père ramenait, il allait souvent en Espagne, il ramenait des poupées, des danseuses de flamenco en poupée en fait. Donc peut-être que c'est ça qui m'a donné envie de. Ah oui. Et donc j'ai commencé, je me suis inscrite à Paris, j'ai commencé à Paris. Et voilà, ça a été le coup de foudre total. Et alors, tu as été dans des écoles de danse, comment ça s'est passé? Oui, il y a une peña, donc un lieu à Paris qui a presque 40 ans maintenant, il me semble, qui s'appelle Flamenco en France. J'ai commencé là-bas et au bout de 6 mois, je suis allée à Grenade en Espagne pour y passer l'été et prendre des cours intensifs. Voilà. Et pour quelques mois non, les grandes vacances, tu m'as dit. Voilà, les grandes D'accord. vacances. Et quoi, tu as été séduite par l'Andalousie et voilà. Et l'Andalousie, c'est ta seconde patrie. Tu es un peu comme, comme Joséphine Baker. Hein. J'ai 2 pays pour mon pays et Paris. Tu vois, c'est un petit peu ça. Toi, tu es originaire de Paris. Et là, ton pays, c'est l'Andalousie. C'est l'Andalousie. Voilà. Maintenant, tu as été dans cette école et j'ai cité tout à l'heure 2011 que tu intègres la Fondation Cristina Heron de Sevilla. C'est cette école Non, c'est venu plus tard. Voilà. Donc, quelques années après, j'ai décidé de m'installer en Espagne pendant un petit moment, c'est-à-dire un peu plus d'1 an. Oui. Ne fût-ce que pour maîtriser l'espagnol aussi, peut-être. Enfin, ce n'était pas la raison, mais bon. Voilà, maîtriser l'espagnol, ça c'était un peu une obligation quand même pour entrer dans le monde du flamenco. Mais parce que le flamenco, c'est un art. Il y a une grande part de culture à connaître. C'est-à-dire qu'il faut quand même s'immerger dans il faut s'imprégner de. S'imprégner la culture andalouse, être autour de guitaristes, de chanteurs. Le chant a une part tellement importante dans le flamenco qu'il faut le comprendre. Et voilà, pour comprendre et le chant, et la musique, la guitare et la danse, c'est tellement complexe que ça nécessite un gros travail sur place.
D'accord. Alors, c'est peut-être maintenant le moment de définir justement ce que c'est que le flamenco. Euh, Est-ce qu'on peut... c'est un art populaire, j'imagine, au départ, c'est pas un art aristocratique. Non. Est-ce qu'il est né... c'est vraiment... c'est très très ancien. Est-ce qu'on peut dater l'époque? Est-ce que ça remonte à l'époque médiévale, à l'époque moderne? C'est pour savoir un petit peu quelle est la profondeur dans le champ chronologique de ce type de danse. Alors, dater réellement, non, pas vraiment. Oui. On connaît les influences Oui. du flamenco. Tzigane non, pas tzigane. Oui, enfin, on parle d'influence indienne, on parle d'influence arabe, Oui. arabo-andalouse, d'influence... l'Andalousie est faite... Et le mot flamenco, il vient d'où, au fond? Alors, tous les exégètes de la cause se disputent un petit peu l'origine du nom. Ouais. Il y a plusieurs théories. Oui. Si je me souviens bien, il y a un mot arabe qui ressemble à flamenco. D'accord, c'est ça. Mais voilà, non, j'avoue que le mot en lui-même, il y a plusieurs théories, donc finalement on n'est pas... C'est ça. Et quand tu dis plusieurs influences, est-ce qu'il y a une influence arabe dans le flamenco? Dans le chant. Dans le chant. Il y a des réminiscences avec... Dans les rythmes, on parle beaucoup de l'Inde. Les gitans de l'Inde, oui, d'accord, oui. Ils sont arrivés jusqu'en Andalousie. Il y a du Loristan, oui. Sur plusieurs centaines d'années, donc l'influence, oui, c'est oui, sûr. Mais il y a toute une série d'ajouts qui se sont agrégés alors Et à au cette final, danse. c'est devenu un mélange andalou, finalement. Oui, maintenant ça a une spécificité andalouse. Oui. Voilà. Alors, quelles sont les techniques de cette danse? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique qui fait que quand on voit du flamenco, ça se distingue catégoriquement d'autres formes de danse? Qu'est-ce que c'est? C'est le rythme, c'est la musicalité, c'est les pas, c'est la chorégraphie? Tu vas me dire qu'il y a tout cela en même temps, certainement. Mais qu'est-ce qui vient en premier lieu à l'esprit et puis tu détailleras le reste? Alors, la grande caractéristique du flamenco, la grande, et puis après tu m'expliqueras tout le reste. D'accord. Donc, ce serait quoi? Le rythme? Oui, est-ce que c'est voilà, c'est Au quoi? niveau de la danse, c'est une danse rythmique, percussive. Voilà, percussive. C'est ça, c'est parce que quand on pense au flamenco, on pense au pied. On pense au pied, hein, on pense au pied d'abord. Hein, oui, c'est ça. Il y a un rythme à la base de tout, qui en espagnol on dit el compás. Oui. Voilà, donc ça c'est le cœur un petit peu de cet art. Ensuite, le flamenco est une danse qui interprète le chant. C'est-à-dire que dans l'ordre des choses, on parle d'abord du chant, qui est quand même le premier instrument de musique de l'être humain. Le chant, la voix, le cri. Oui. Ensuite, la guitare a commencé à accompagner le chant. Et la danse est venue interpréter le chant. Y a-t-il des improvisations quand on fait du flamenco qui fait que en entendant chanter un chanteur, on va se mettre à danser en s'adaptant à ce qu'il chante? Ou est-ce qu'il y a une fusion entre les deux qui fait qu'il n'y en a aucun des deux qui domine l'autre? Oui, alors c'est un rapport de communication, pas de domination. Donc il y a un langage où vous parlez entre vous. Vous parlez. Et donc dans ce trio, du chant, de la guitare et de la danse, on va avoir un langage commun. On va se parler, se répondre. Et bien sûr, il y a toujours on parle beaucoup d'improvisation dans le flamenco. C'est-à-dire qu'une fois qu'on connaît les codes, c'est extrêmement codifié. C'est très codifié. Donc, une fois qu'on connaît les codes et qu'on a la technique nécessaire, oui, on va pouvoir utiliser cette technique pour rebondir, pour réagir au chant et interpréter ce qui nous est chanté. Oui. D'accord. Est-ce qu'à un moment donné, on peut dire qu'au fond, c'est le chanteur qui est un petit peu le chef d'orchestre? Bon, je dis ça, je ne sais pas si le terme est adapté, c'est-à-dire le guide, et puis qu'à un moment donné, on se dit, mais voilà, il commence avec tel
tel chant, et alors moi je comprends que... Parce que je me souviens quand j'ai vu le spectacle que tu avais organisé, donc il y a 3 mois maintenant, je me souviens que vous aviez expliqué quelque chose de semblable là, ou... Voilà, est-ce que tu pourrais préciser? Oui, c'est-à-dire que dans le flamenco traditionnel, donc ce trio-là va communiquer. Donc on va d'abord savoir, là je vous explique un petit peu avant d'entrer sur scène. D'accord. La danseuse ou le danseur va dire, voilà, je voudrais danser une solea, par exemple. Donc, ce qui est quoi, une solea? Solea, c'est une danse, ça vient de soledad, qui veut dire la solitude en espagnol. Donc c'est une danse, on dit que c'est la mère de toutes les danses et de tous les chants du flamenco. Donc c'est une danse très profonde, très... mélancolique? Mélancolique, voilà, j'allais dire triste. Ou nostalgique, enfin je ne sais pas. Voilà. Parce que quand on entend du flamenco, on a toujours l'impression qu'il y a un côté très nostalgique aussi, non? Oui, alors c'est peut-être une interprétation de celui qui n'y connaît rien. Mais en tout cas, on a tendance à projeter ce genre de choses. Il y a un peu toutes les émotions qui sont représentées. Ah oui, parce qu'on a parfois l'impression que quelque part, celui qui chante est souvent dans un... Souvent, je ne dis pas toujours, mais souvent dans une sorte de cri de désespoir, de frustration, qu'il est en attente d'un être perdu, ou voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, peut-être, on a souvent l'impression de dire « Ah, mais tu... » Enfin, je ne sais pas ce qui se dit, parce que je ne traduis pas à ce moment-là, mais sous-entendu, mais voilà, il me manque l'essentiel de ma vie, c'est cet être cher, où je pense à un souvenir de quelqu'un qui était formidable. Mais ça, je vous dis, je te dis, bon, moi, c'est ce que je perçois, mais c'est peut-être tout à fait autre chose qui se dit et ce qui se vit. Ah ben non, voilà. Si tu le perçois, c'est que c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, ça dépend. Si je veux danser une solea, bien sûr, je ne serai pas joyeuse, puisque je danse la solitude. Oui. Donc après, dans les paroles, tout est lié à ce thème-là. Est-ce que c'est par rapport à un être cher ou à des êtres chers? Mais ça dépend des lettres, c'est-à-dire des paroles. Ça dépend. Le chanteur va choisir dans le patrimoine commun des couplets, des lettres de flamenco, il va choisir les couplets qu'il préfère, les paroles qu'il préfère. Moi, je ne gère pas du tout les paroles. Si je demande une solea, il me chantera une solea avec le rythme qui correspond, c'est-à-dire un 12 temps plutôt lent. Ensuite, si j'ai envie de danser une alegria, qui veut dire la joie, alors là, voilà, il va me chanter Cadiz ou il va me chanter la joie. Si je veux danser un tango, il me chantera aussi la joie. Donc le flamenco n'est pas quelque chose de seulement tragique. Triste, voilà, ça peut être vraiment joyeux. Ah, tout à fait, oui. Très joyeux, très festif, très drôle parfois. Donc la palette du répertoire est très large, vraiment l'éventail est ample. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme technique? Alors bon, tu as parlé du compas, c'est ça, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a des pas spécifiques que l'on doit faire, qui se font à quel rythme, etc. La base pour des profanes. En ce qui concerne la danse, alors, par où commencer? Il y a un travail percussif des pieds. Donc là, tout ça, c'est un très gros travail de rythme. Est-ce que ça signifie qu'il faut être bien, avoir des muscles? Non, mais jusqu'avoir des muscles, je veux dire sur le plan physique, parce que quand même, quand on voit l'effort, on se dit, mais comment ils parviennent à tenir, à taper comme ça? Oui, après il y a un entraînement. Oui, il y a un entraînement, oui, c'est ça, une vraie endurance, voilà, oui. Oui, bien sûr, oui. Mais c'est vrai qu'il y a toute une technique du bas du corps à travailler d'un côté, c'est-à-dire les pieds, planta, tacon, golpes, tout ça. Et on apprend. Les golpes, c'est les coups. Les golpes, c'est les coups, voilà, tout le pied. Planta, c'est la plante du pied, le tacon, c'est le talon. Et voilà, et avec ces trois choses-là, ces trois éléments-là, on va créer des enchaînements rythmiques et sonores, finalement. On va créer une musicalité, parce que le flamenco, c'est pas seulement frapper fort, c'est jouer de la musique aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc en fait, il y a deux musiciens. Il y a celui qui joue de la guitare, et puis il y a le danseur lui-même qui est polyvalent et qui a un double rôle
de danser et de faire de la musique. Marquer le rythme. Voilà, c'est ça. Et après, il y a un travail ensuite du haut du corps, où là, un travail de postural, un travail de coordination entre les bras, le haut du corps et les pieds. Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière, il s'agit d'une ascèse dans le sens étymologique, c'est-à-dire d'un exercice sur soi? Absolument. Est-ce que l'on a le sentiment à certains moments que l'on combat? On est dans un combat avec son propre corps, sur son propre corps, ou le rapport entre l'esprit et le corps. Je ne sais pas ce que c'est parce que je ne l'ai pas vécu. Donc j'essaye d'imaginer ce que peut vivre celui qui danse le flamenco. Disons que l'entraînement, quand on répète, quand on s'entraîne, oui, il y a un très très gros travail physique quand même. C'est ça. On est épuisé donc après avoir dansé après un certain temps, parce que je me dis que ça doit être épuisant aussi quand on voit ça. Oui. La respiration a beaucoup d'importance, j'imagine aussi. Oui, voilà. Il faut vraiment la maîtriser. Il faut pas. Sportif. Oui, voilà, c'est un sport, donc d'une certaine manière. C'est un sport, oui. C'est physique, donc on travaille comme quelqu'un travaillerait son instrument de musique. On travaille la technique d'un côté, mais ce qui est fantastique après, c'est une fois sur scène. C'est ce qu'on fait de la technique pour en faire de l'art. C'est d'être inspiré. Oui, on n'est pas un fonctionnaire, on est là, on est un créateur. Et puis en fait, je suis vexant pour les fonctionnaires, mais enfin bon, on voit ce que je veux dire. Dans le flamenco, d'avoir un chanteur sur scène et un guitariste qui, eux, jouent et chantent avec passion et qui nous transmettent des émotions et de nous interpréter ces émotions-là, c'est fantastique. J'imagine qu'on doit parfois, même souvent, peut-être préparer un guitariste plutôt qu'un autre, parce qu'on est peut-être plus dans une relation de fusion dans l'échange avec artistique. Parfois on se dit, on se comprend dans notre art, dans notre art commun. Bien sûr, on peut évidemment une fois qu'on est professionnel, qu'on a beaucoup travaillé, on connaît les codes. Donc on pourra travailler avec n'importe quel guitariste, n'importe quel chanteur, chanteuse. Bien sûr. Par contre, évidemment, il y a un côté humain important. Donc après, on aura des affinités artistiques, humaines, avec je sais pas, telle ou telle personne. C'est naturel finalement, oui. Chacun trouve son style. Alors, dans le spectacle que nous allons voir, je dis que nous allons voir, mais que toi, tu vas penser, vivre et comment dirais-je, et transmettre un certain nombre d'émotions, il y a une distance, peut-être un certain nombre d'éléments qui ne correspondent pas au flamenco traditionnel. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi il y a justement cet écart ? Voilà, donc c'est vrai que ce spectacle est présenté comme un spectacle de flamenco qui n'est pas du flamenco traditionnel, dans le sens où le flamenco traditionnel qu'on danse dans les tablaos en Espagne. Tu peux expliquer ce que c'est que les tablaos, parce que tout le monde ne comprend pas l'espagnol. Absolument, un tablao, c'est un endroit, un lieu où les gens se retrouvent pour boire et manger. Et un tablao, ça vient une sorte de taverne non. C'est un mot qui convient ou pas du tout? Pourquoi? Parce que le tablao, en fait, la tabla, c'est une planche de bois sur laquelle les danseurs s'expriment, n'est-ce pas? Ah oui. Et donc, le tablao, c'est la scène, en fait. C'est le nom donné au lieu qui accueille du flamenco. Mais quand tu dis une table, ça veut dire c'est le lieu où l'on présente, mais est-ce qu'à l'origine, ou peut-être encore maintenant, est-ce que les danseurs peuvent danser sur des tables? Ah non, on ne danse pas sur une table. Non, mais j'ai bien compris, mais est-ce que ça a pu se passer à l'origine? Non, pas du tout, non. D'ailleurs, c'est pas très stable, c'est vrai que ça doit être très compliqué. D'ailleurs, quand je t'ai vu danser, là, finalement, il y avait un espace scénique qui était quand même assez vaste, parce que tu bouges quand même, donc tu fais pas du surplace constamment, enfin bon, et d'autant plus que tu étais avec une sorte de... Tu étais toi-même comme ton propre éventail, si je puis dire, tu venais peut-être presque un oiseau à certains moments, avec alors, après, il y a différents styles, c'est-à-dire que parfois on a une planche de bois qui est quand même petite, et voilà, on
va danser sans trop bouger. Il y a des danseurs ou des danseuses qui sont très percussifs dans leur style. C'est ça. Donc ils font beaucoup de pieds et qui ne vont pas forcément danser avec une ouverture du corps, etc. D'accord. Moi, j'aime bien, de par mon passé aussi dans la danse classique et le jazz, j'aime ouvrir, j'aime les pirouettes, j'aime les déplacements. D'accord, voilà. J'aime tout ce... avec évidemment le côté percussif, puisque je suis danseuse de flamenco. Mais donc moi, j'aime bien avoir un petit peu d'espace. Alors, pas forcément... Bon, là, ce sera une très belle scène qu'on va avoir ce soir, mais on est quatre danseuses. Et donc, voilà, dans le flamenco traditionnel, il y a un format traditionnel, où un chanteur, un guitariste, une danseuse et un percussionniste aussi parfois. Alors que là, ce soir, ce ne sera pas des tableaux traditionnels qu'on va enchaîner, mais on est mis en scène. Donc, il y a une mise en scène importante, et on a un message à faire passer. En fait, la base de ce spectacle, c'est... El picaporte, qui veut dire poignée de porte. On va expliquer en mouvement et en musique notre rapport à la danse, notre rapport au flamenco et notre histoire avec le flamenco. Comment chacune de nous la rencontre avec le flamenco, en fait. La rencontre personnelle. Et qui a créé cette chorégraphie ce soir? Alors, c'était l'idée originale de Lorraine Debray, qui est l'une des danseuses. Oui. Et voilà, après c'est une création commune. D'accord. Chacun a mis de sa personne et de son art et de son énergie. Donc ça veut dire que quand vous vous réunissez au moment de préparation, vous vous dites, bon maintenant je vais faire ceci, toi tu vas faire cela, on va se positionner comme ça, on va... Oui, voilà, après c'est un travail de danse chorégraphie. Et voilà, et Lorraine est une personne fantastique qui a pris en main les choses et qui a... Voilà. Et en fait, vous êtes à 4, donc ça veut dire que vous échangez pendant la danse. Comment ça se passe? On va le découvrir de toute façon, donc il faut... Voilà, mais enfin c'est intéressant de savoir, ce qui compte, ce sont d'abord puisque vous êtes danseuse, ce sont les gestes. Est-ce qu'à un moment donné, des regards que vous échangez, voilà, qui sont transmissibles au public? Comment ça se passe? Oui, c'est tout le côté théâtral et mise en scène. Oui. D'Anaïs Giraudier qui nous a mis en scène. C'est vrai que dans le flamenco traditionnel, on est souvent soliste. Oui. Et donc on va interpréter le chant, donc toutes les émotions qu'on exprimera sont liées au chant. Et là, on va raconter notre histoire. Et le chant est là, évidemment. Agnella est là pour chanter magnifiquement bien. Et, oui, Agnella qui était là à Conflans. Oui. Ouais. Et donc on raconte une histoire. Donc c'est pas une danse... Qui est polonaise, si monsieur. Oui, elle est polonaise, elle a vécu, s'est formée à la Fondation Christina Aeren aussi de Séville. Donc voilà, là tout le côté mise en scène fait qu'on ne va pas enchaîner des tableaux traditionnels, on va avoir 4 tableaux, oui. Et on va... on va découvrir ça. Je sais que tu vas devoir nous quitter pour simplement... pour pouvoir te préparer, puisque le spectacle... Je vais quand même te poser une toute dernière question quant à ton métier de professeur et de pédagogue. Tout à l'heure, j'ai expliqué que se trouve d'ailleurs dans cette salle, pendant l'interview, donc notre amie commune, et qu'elle disait que tu avais un certain nombre de qualités qui faisaient l'intérêt de tes cours, qu'elle suit elle-même. Elle te trouvait particulièrement humaine, qu'il n'y avait pas de sentiment de dominer à dominer, que vraiment tu fonctionnais sur base d'un rapport d'égalité. Et alors ce qu'elle appréciait particulièrement aussi, c'est que tu combinais justement ce rapport d'humanité à la rigueur, et que tu expliquais bien aussi la structure de la chorégraphie que tu allais danser, enfin voilà, avec tes étudiants. Est-ce que
Combien y a-t-il d'élèves ou d'étudiants, je ne sais pas ce qu'on dit plutôt des élèves, hein, je crois pour des artistes, dans tes cours? Et ça s'adresse à qui? Essentiellement, tu le fais pour des adultes ou y a-t-il des groupes pour des enfants, des adolescents? Quelles sont les conditions minimales que l'on doit avoir si l'on veut faire du flamenco? J'imagine que tu vas me dire qu'il ne faut pas être handicapé, bien sûr, mais est-ce qu'il y a quand même des choses qui sont... est-ce qu'il y a un profil, je ne dis pas idéal, mais est-ce que c'est vraiment accessible à tout le monde? Il faut avoir le sens du rythme, il faut avoir quand même une perception quand même de la musicalité. Qu'est-ce que voilà, est-ce que ça, en même temps c'est une école de vie, c'est une philosophie? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans flamenco et ce qu'on va y trouver et qu'on ne penserait pas trouver lorsqu'on s'inscrit dans un cours de flamenco? Alors, déjà... Il y a beaucoup de questions, hein, je le connais, il y a beaucoup de questions. Le flamenco s'adresse à tout le monde. Oui. À tout le monde. Et à partir donc, de quel âge? Grand, à partir de... Il n'y a pas d'âge. Hein, de 3-4 ans déjà, alors. Ah oui, oui, oui. Voilà, d'accord. Du moment qu'on peut marcher, quoi. C'est tout. Absolument. Voilà. Et voilà, dans mes cours, j'ai des gens qui commencent à 70 ans. Parce qu'enfin, ils font ce qu'ils ont peut-être toujours voulu faire dans leur vie et qu'ils n'ont pas eu le temps de faire. Absolument. J'ai une dame qui est adorable, qui a plus de 70 ans et qui voilà, je l'ai en cours début. Elle est débutante cette année. Est-ce qu'on trouve quand même essentiellement des femmes ou il y a quand même quelques hommes? J'imagine que c'est majoritairement féminin quand même. En France, il y a beaucoup plus de femmes. Oui. En Espagne, peut-être un peu aussi, mais c'est beaucoup mieux réparti en tout cas. Non, en Espagne, il y a beaucoup d'hommes aussi. En France, il y a beaucoup de femmes. Après, qu'est-ce qu'il faut... Et de tous âges, alors? De tous âges, vraiment. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge qui apparaît quand même plus régulièrement que d'autres? Je veux dire, quand on part de 5 ans à 75 ans, par exemple, quelle est la tranche d'âge? Voilà, c'est pour des raisons sociologiques, c'est ça qui m'intéresse ici. Alors, c'est pour enfants, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors là, par définition, ce sont des enfants. Oui. Est-ce qu'il y a des cours spécifiquement ados ou pas? Oui, à Saint-Denis, j'ai un groupe d'ados. Et alors après, est-ce que entre ceux qui ont, je dirais, entre 20 ans et 70 ans, est-ce qu'il y a une tranche d'âge, je ne sais pas, les 30-40 ans, les 40-50 ans, les 20-30 ans qui sont plus présents? Ou bien c'est tout à fait mélangé? Je voudrais avoir un point de vue vraiment objectif ici, oui. Objectif, alors, parce que moi ça m'intéresse. Je pense que c'est mélangé, vraiment. C'est vraiment mélangé. Après, peut-être qu'entre 20 et 40, il y en a plus. C'est ça. Et puis après, mais vraiment, j'ai un peu... Donc dans la courbe de gauche, c'est les 20-40 ans. Oui. C'est ça, hein, tu as dit 20-40 ans. Entre 20 et 40, oui. 20 et 40, oui. Mais après, qu'on soit doué en rythme ou pas, ça se travaille. Donc finalement, il y en a qui ont évidemment des facilités comme partout, hein. Et d'autres moins, mais au contraire, c'est très très bien de le travailler. Alors moi, c'est vrai qu'en tant que professeur, dans ma pédagogie, on va dire que j'ai le luxe absolu de partager ma passion. Voilà. C'est une passion que je vis corps et âme depuis des années. Donc la transmettre, c'est... tous les jours, c'est quand même assez fantastique. Et Alma, c'est pas là, justement? Oui, il me semble, hein? Oui. Et voilà, donc à la base, les gens que j'ai en cours, qui viennent, qui font la démarche de venir apprendre le flamenco, certains ont des origines espagnoles, certains et d'autres absolument pas. Voilà, déjà ce premier pas, pour moi, est précieux. Ensuite, je dis toujours en début d'année que je suis un intermédiaire finalement entre eux et l'Espagne. Voilà, moi, tous les plus grands de flamenco d'Espagne ne peuvent pas venir en France donner les cours. Donc on va dire que moi j'ai appris à la source et je transmets ce que je sais. Donc tu es une médiatrice. Voilà, je suis une médiatrice. Tu es une passeuse, comme on dit. Tu passes un flambeau, tu passes... Non, mais c'est ça. C'est, voilà, la flamme du flamenco. Non, et comme passer une rivière, quoi. Passer, voilà, c'est aller sur l'autre rive. Et donc j'essaie de trouver les outils. C'est une danse très complexe. Et j'essaie de trouver les outils
les plus adaptées à chacun. Voilà, pour qu'il puisse, oui, vivre cette même passion. Et alors, toute dernière question, qu'on se pose toujours pour les artistes, bien sûr. Est-ce que dans ton activité professionnelle, il y a un soutien des pouvoirs publics? Comment ça se passe? Ou bien c'est essentiellement une activité où vous devez vous débrouiller tout seul? Ou est-ce que vous devez vraiment passer beaucoup de temps? Parce que bon, j'ai quand même quelques amis qui sont acteurs dans le théâtre et tout, et qui me disent le nombre de dossiers qu'ils doivent remplir chaque année. Bon, ne fût-ce aussi pour pouvoir... quand on est intermittent du spectacle, ce sont des situations qui ne sont pas faciles à vivre en certaines périodes de l'année. Est-ce que c'est un métier qui suscite, malgré la joie qu'il peut procurer, quand même une certaine angoisse de type existentiel sur le plan purement matériel? Oui, alors... C'est-à-dire la peur du lendemain, c'est ça que je veux dire, en disant oui, mais j'ai un spectacle après-demain, j'y ai travaillé pendant je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas exactement combien de personnes vont venir, à moins qu'il y ait des réservations obligatoires longtemps à l'avance. Peut-être que je vais avoir un gros souci au niveau de ma jambe droite et que là, je vais être tout à fait bloqué. Est-ce que ce genre de... Est-ce que ça, c'est un comment dirais-je, une angoisse régulière ou on préfère ne pas y penser, voilà, et le sort en décidera? Bah, écoutez, je pense que ça dépend de chacun, mais oui. Alors une angoisse, non. Une anxiété, disons, parce que le mot angoisse est peut-être trop fort. Oui, alors... Une inquiétude. Oui, dans le sens qu'il y a une certaine instabilité. Oui, bien sûr, peut-être les artistes, à moins d'être quelqu'un qui est au premier plan de la scène. Après ça, moi, non, j'avoue que tout va bien. Après, bon, je suis danseuse, donc oui, physiquement, je prends soin de moi. Oui, bien sûr. Évidemment, on n'est pas à l'abri de n'importe Non, on peut faire une entorse en sortant de la pièce ici, bien sûr. Voilà. Donc ça, bon, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, il faut un peu lâcher prise. Et puis, oui, après, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail pour faire en sorte que les spectacles s'enchaînent, pour faire en sorte de créer... Est-ce que toi et ta troupe, vous avez vraiment un agenda qui est déjà bien établi pour les 6 mois qui viennent, par exemple? Il y a un planning qui est... Ou bien il faut malgré tout constamment Alors, il y a 2 choses. S'adapter à toute une série, ne fût-ce que pour la location de locaux, de scènes et tout, il y a quand même un aspect gestion qui intervient. Oui. Alors, c'est vrai qu'en tant que danseuse, j'ai 2 vies, comme toutes les danseuses de flamenco, c'est-à-dire une vie en tant que danseuse soliste et une vie en tant que danseuse au sein de la compagnie. D'accord. Donc, alors, ce sont 2 formats différents. Oui. Donc, en tant que soliste, c'est essentiellement comme professeur, alors? Non. Non, en tant qu'artiste. Danseuse soliste. En tant qu'artiste, d'accord. De flamenco traditionnel. D'accord, oui. On peut m'appeler, voilà, je peux danser. Voilà, je comprends bien. En flamenco traditionnel, on m'a appelé pour danser pour un groupe de métal flamenco, pour un groupe de métal, dans leur version acoustique flamenco. Original. Fantastique, et donc voilà, ce sont des formats comme ça. Et donc il faut gérer donc ces 2 aspects de la carrière. Ces 2 carrières-là. Et ensuite, voilà, avec la compagnie, c'est vrai qu'on est une équipe de 8, donc ce sont des formats plus importants. On va essayer de toucher des salles plus importantes. Donc voilà, il y a vraiment 2 choses. Et l'agenda, oui, est quand même... Et vous circulez beaucoup en France, surtout dans la région parisienne? Est-ce que vous avez un périmètre, je veux dire, pas clairement défini, parce que j'imagine qu'il peut y avoir on peut sortir d'un périmètre, mais est-ce que c'est essentiellement dans la région parisienne? Alors, par exemple, avec la compagnie, en tant que danseuse soliste, c'est partout. Voilà, d'accord. Je suis aussi parfois à l'origine des projets. Après, avec la compagnie, Lorraine Debray, qui est la danseuse dont je vous ai parlé, habite à Gap, dans les Hautes-Alpes. Donc tous les étés, on fait une tournée, ça c'est sûr, dans les Hautes-Alpes, et on a tout un tas de dates et de spectacles l'été, où là on va y retourner en janvier-février. Avec la même compagnie, l'année dernière, on a fait une tournée en Colombie, parce que l'un des guitaristes n'est pas colombien, mais il est né en Colombie parce que ses parents étaient expatriés. Et il
il a voulu retourner à Medellín, où il est né, en tant que guitariste professionnel. Donc on a organisé toute une tournée en Colombie de plus d'1 mois et c'était extraordinaire. Ah oui, tout à fait. Oui. Voilà, avec la compagnie, on est allé, c'était formidable. Ouais. Donc voilà, en fait on est un peu partout. Écoute, je te remercie infiniment. On aurait pu certainement encore parler de ton art passionnant. Mais comme je le sais, tu as des impératifs qui sont liés au spectacle de ce soir. Tu vas jouer d'ici peu de temps. Et donc, je sais que tu dois te préparer. Et encore infiniment merci de ta présence, de tes réponses. Et je crois que cet entretien filmé donnera certainement l'envie à beaucoup de gens de s'intéresser de plus près au flamenco et peut-être... de t'amener un certain nombre de jeunes ou de moins jeunes qui voudraient apprendre cette danse. En tout cas, c'est mon souhait le plus cher. C'est mon souhait le plus cher. Et donc, y a-t-il peut-être un site où les personnes intéressées pourraient justement suivre tes spectacles, éventuellement, si c'est dans leur région, leur commune, s'y rendre? Parce que je crois que tu pourrais donner la référence devant la caméra. Oui, alors j'ai mon Facebook à moi, Sophia Alma. Donc Sophia, c'est bien PH, c'est pas FA. PH. Oui, Sophia Alma, c'est d'affilée ou il y a un point entre les deux? Non, Sophia Alma. Sophia Alma, donc SOPHIAALMA. Arrobase. Ah non, c'est pas arrobase, ça c'est le mail. Facebook, et il y a aussi le site de la compagnie El Corral Flamenco. D'accord, oui, avec 2 R, hein, Corral, avec 2 R, et pas de H. Exactement. Et donc là, il y a les références de chaque danseuse en tant que soliste, et puis de la compagnie. Et alors, on peut suivre, quels sont... Votre agenda est publié un mois à l'avance? Enfin, on peut savoir, parce que quand on s'intéresse évidemment à ce genre de choses, on doit pouvoir soi-même programmer dans sa propre existence. Voilà, donc il y a moyen de dire, dans 1 mois, elles vont faire cela, et donc nous, on peut réserver... Entendu. Donc aujourd'hui, nous sommes à Champigny-sur-Marne, au théâtre Jean Villard, donc près de Paris, et je me réjouis de te voir. C'est parce que c'est surtout le plaisir visuel et quand même auditif. Quand même, il ne faut pas oublier. Voilà. Merci un très très grand merci, Sophia. Un très grand merci. Merci à toi.